Comment peut-on vivre ensemble sur une planète aux ressources limitées? Tout de suite, l'idée qui vient, c'est en n'étant pas trop nombreux. Donc on oppose la population aux ressources. Puis l'idée qui vient juste après, c'est qu'il faut une consommation modérée. Mais je crois que le plus gros problème actuellement pour vivre ensemble sur la planète, c'est un problème d'égalité. Il y a une extrême inégalité, non seulement entre les nations, mais aussi à l'intérieur des nations, entre des pauvres qui sont de plus en plus pauvres et des riches, comme vous le savez, qui sont de plus en plus riches. Donc cette égalité est une des conditions essentielles de la vie en commun à petite échelle, à échelle moyenne qui est celle des pays, et puis à l'échelle de toute la planète dans son ensemble. Et cette égalité n'est pas forcément une égalité partagée en sens que chacun aurait la même chose, c'est essentiellement une égalité des chances, c'est-à-dire, on dit parfois aussi une équité, c'est-à-dire qu'au départ dans la vie ou à chaque moment de la vie, chacun doit avoir les mêmes chances que les autres. Ensuite, il construit sa vie et on peut aboutir à des différences, mais on doit avoir au départ cette condition d'égalité. Alors parfois on se dit que l'énormité de la population mondiale est un obstacle à cette égalité et que l'augmentation de cette population, qui est prévue par notamment les Nations Unies, va constituer un obstacle supplémentaire. En termes d'évolution démographique, les perspectives mondiales peuvent faire peur parce qu'on voit que les 7 milliards et demi d'habitants actuels vont s'étendre jusqu'à plus de 9 milliards vers 2050 et peut-être 11 milliards vers 2100. Ceci dit, quand on regarde de près, pays par pays, la situation est assez différente. On s'aperçoit que dans la majorité des pays, et pour la plupart des très grands pays, la population, en fait, va se stabiliser. La fécondité est déjà plus faible que 2 enfants par femme, et qu'il reste seulement quelques zones où la fécondité est très forte et qui auront une croissance très importante selon les Nations Unies. C'est essentiellement la zone intertropicale de l'Afrique, particulièrement la zone sahélienne, par exemple, avec le Niger. Le Niger a actuellement une population de 16 millions d'habitants. Il est prévu qu'il atteigne en 2055 85 millions d'habitants, soit plus que l'Allemagne. Ça me paraît déraisonnable, mais si jamais cela se produit, alors on va vers de très grosses difficultés. Il n'y a pas que le Niger, c'est vrai aussi pour le Mali, c'est vrai pour le Congo, mais en dehors de ces pays, la situation démographique est presque stabilisée. Donc il n'est pas impossible que les prévisions à l'échelle mondiale surestiment l'avenir et le niveau de la population mondiale. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça nous branche sur la question des subsistances, de la manière dont on peut nourrir cette population mondiale. On craint souvent que la production agricole ne soit pas suffisante pour nourrir la planète, surtout si la population augmente. En fait, il faut regarder dans le détail, parce que la production agricole en tant que telle est actuellement très importante. Par tête d'habitant, elle s'est accrue de 50% depuis les années 1950. Alors vous me direz, comment peut-on à ce moment-là avoir des pays qui souffrent largement de la faim, avec près de 1/8 de l'humanité qui est en sous-alimentation. Dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, la production agricole ne sert pas à l'alimentation des humains directement. Une large part de cette production agricole est destinée aux animaux, par exemple du soja, du maïs, et ces animaux ensuite sont mangés en général par les humains ou bien produisent du lait, du beurre, des œufs. Or, quand vous donnez 10 calories de soja ou de maïs à un animal domestique, vous ne récupérez sous forme de viande ou sous forme même de lait qu'entre 1 et 1,5 calories pour l'homme. Autrement dit, vous divisez presque par 10 la capacité alimentaire de la production agricole. Si bien que si vous prenez actuellement un monde où il n'y aurait pas seulement que des végétariens, mais où on ne donnerait pas de nourriture de la production agricole aux animaux domestiques. On garderait simplement des animaux domestiques sur les prairies. À ce moment-là, on pourrait nourrir actuellement 11 milliards d'habitants.
En revanche, si tous les habitants de la Terre avaient actuellement un comportement de carnivore, ils ne mangeaient que de la viande, on ne pourrait en nourrir que 2 milliards à 2 milliards et demi. Donc tout est dans l'équation entre la nourriture animale et la nourriture végétale, et s'y ajoute un dernier point, mais qui est plus difficile à régler, qui est la question du gaspillage. Ce gaspillage est parfois inévitable, parfois évitable. Dans l'ensemble, on voit que la production alimentaire est largement suffisante pour nourrir l'humanité, mais que tout dépend de la manière dont elle est répartie. On peut sans doute mieux répartir la production agricole de manière à ce que l'alimentation des humains soit assurée de façon plus égalitaire. Et cela passe pour une petite partie par le contrôle du gaspillage, qui est à l'ordre du jour, et pour une grande partie par une diminution de la consommation des calories d'origine animale dans les pays les plus développés et maintenant dans les pays émergents. Et cette diminution est possible, elle sera lente, mais elle est déjà observée dans les pays européens. En même temps, elle est concurrencée très fortement par une montée de la consommation des calories d'origine animale en Chine, au Brésil, et même paradoxalement, étant donné leur religion, en Inde, ce qui représente presque la moitié de la population mondiale. Donc c'est là que la difficulté se produira, c'est de faire au fond accepter à des pays émergents qui diront pourquoi n'a-t-on pas le droit de passer par le stade par lequel sont passés les Occidentaux, de leur faire accepter justement de modérer leur consommation de produits d'origine animale. Si je dois exprimer 3 souhaits d'un démographe, je vais les cadrer dans la devise française égalité, liberté, fraternité. Égalité parce que en démographie, c'est l'égalité des hommes et des femmes qui est la condition d'un contrôle sérieux de la fécondité. On a longtemps pensé qu'il suffisait de distribuer des contraceptifs ou qu'il fallait accroître le niveau d'éducation des femmes. C'est tout à fait utile, mais on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant et qu'au cœur du problème, pour la constitution des familles de taille réduite, il fallait laisser à la femme l'entière liberté du choix de sa descendance. C'est aussi cette entière liberté, c'est le second point, c'est une liberté qui ne doit pas simplement s'exercer dans le domaine démographique, mais dans tous les domaines, et qui est liée naturellement à la question de l'égalité, parce que c'est à travers l'égalité des chances que l'on peut exercer sa liberté et choisir le parcours de son existence. Et c'est de cette manière-là qu'on peut vivre en société sans être contraint par des structures sociales autoritaires. Quant à la solidarité, au fond j'y viens à propos du mot autorité, la solidarité c'est le rôle essentiellement des États et c'est aussi le rôle international, par exemple des ONG, c'est de faire en sorte que l'égalité se réalise par des transferts. Et ça, pour y arriver, il ne peut pas seulement compter sur la bonne volonté individuelle et sur la conscience des individus, mais il faut des structures fortes que sont les États et que sont les organisations internationales.